On est engagé dans un processus historique révolutionnaire de récupération de la culture, puisqu'ils nous l'ont piqué et on va leur reprendre. On est 40, ils sont 1 million ou 2. Ils ont le pouvoir, ils ont le système, et on va quand même... Et nous on a les confs. Ben, on a le nombre. C'est pour ça qu'il faut que les confs se démultiplient. Comme dit Thierry Rouquet, quand tout le monde aura fait sa conf, le capitalisme sera mort, ils ont perdu. Puisque précisément ça consiste à nous reparler et à refaire culture et à refabriquer ensemble de l'analyse de la domination. Je rappelle qu'une des définitions possibles de la culture, c'est une que j'utilise moi, elle est très simple. La culture, c'est l'ensemble des stratégies qu'un individu mobilise pour résister dans la domination. Voilà, vous avez une définition de la culture qui, moi, me convient plutôt bien. Et pour comprendre pourquoi la culture, c'est un outil de résistance, il faut effectivement remonter à la Révolution française, c'est-à-dire à la société industrielle. Alors, je ne vais pas vous faire le plan de tomate, mais ça vaudrait le coup un jour qu'on le fasse en vrai. Quand je le faisais, ça me prenait une journée environ, en formation. Le truc, à mon avis, enfin, les quelques pièces du puzzle qu'il faut que vous ayez en tête, enfin, que vous pouvez avoir en tête, en tout cas que moi j'ai en tête, c'est que au moment du XVIIIe siècle, avec la société industrielle, la propriété mobilière, c'est-à-dire des marchands qui s'enrichissent, mais qui ne peuvent pas avoir le pouvoir parce que la structure de la société n'est pas organisée de façon à ce qu'ils puissent l'avoir, parce que c'est l'aristocratie qui possède le pouvoir, d'accord. Or, l'aristocratie s'appauvrit considérablement, elle ne travaille pas, donc la richesse mobilière va vouloir prendre les leviers de commande et va dégager la richesse immobilière. La bourgeoisie va virer l'aristocratie. Ça, c'est pourquoi je vous raconte ça, parce que c'est assez fascinant. En fait, avec la société industrielle, va arriver le machinisme et va arriver la propriété privée des moyens de production. Premier des droits de l'homme, je vous rappelle le plan de tomate, quand je rappelle les 4 droits de l'homme qui sont décrétés à la Révolution française, vous me suivez, c'est pas la peine que je le refasse. Le premier droit qui est déclaré, ça veut dire que c'était des droits qui existaient depuis l'aube de l'humanité, il suffisait de les déclarer. Il y en a 4, le premier c'est le droit de propriété. Et c'est absolument ce que Bernard Friot appelle la propriété lucrative. C'est-à-dire que la Révolution française donne le droit de posséder une fabrique et les travailleurs qui sont dedans. Quand je dis posséder, c'est que le deuxième droit qui est décrété, c'est le droit de liberté, c'est le droit de faire ce que vous voulez de votre propriété. Je rappelle la définition du droit de propriété en France, le droit d'user et d'abuser d'un bien. Usi et abusi. Si j'ai la Joconde, je peux la brûler. Si je m'appelle Monsieur Michelin... C'était drôle ça. C'est quoi la richesse immobilière? La richesse mobilière, c'est que les gens, tu sais que les aristocrates ne travaillent pas, ils n'ont pas le droit, ça s'appelle déroger, d'accord, et ils possèdent les terres, les châteaux, les trucs, etc. Et il y a, avec l'esclavage, avec le commerce, il y a une caste de bourgeois, de la bourgeoisie, si tu veux, qui va considérablement s'enrichir, qui va devenir plus riche que les aristocrates, mais qui n'ont pas le pouvoir. Ils ne peuvent rien en faire de cette richesse, si tu veux. Donc ils vont, la Révolution française, c'est une classe qui chasse l'autre, c'est tout. Quand Monsieur Michelin, l'année de ses bénéfices records, licencie 7000 personnes à Clermont-Ferrand, l'année où il fait le maximum de bénéfices, c'est parce qu'il est propriétaire de cette usine. Et il a le droit de faire ce qu'il veut. Quand M. Jospin ne peut pas lui dire, je vous interdis, je suis pas d'accord. Vous avez gagné des milliards, mais vous pouvez virer 7000 personnes. D'accord? Le socialisme, c'est l'interdiction de ça. D'accord? Très simple. Le socialisme, c'est la limitation du droit de propriété lucrative et non pas du droit de propriété d'usage. Vous voyez la distinction entre propriété lucrative et propriété d'usage. Et évidemment, la droite passe son temps à nous faire croire que si on attaque la propriété lucrative, on va mettre en danger la propriété d'usage. Et donc, on vous dit, oui, mais les bolcheviks avec le couteau entre les dents, vous n'aurez plus le droit d'avoir une voiture, on va vous piquer vos chaussures, vous n'aurez pas de maison, enfin, c'est juste aberrant. Même chez Pol Pot, ils ont des casseroles, d'accord? Bon. Donc,
C'est presque bilingue. Tu t'arrêtes à chaque fois qu'il y en a un qui rigole. Bah, c'est important. Vous allez avoir du mal parce que vous avez décroché dans le raisonnement, il est assez fin. La casserole, après la casserole. Le droit de propriété lucrative est décrété à la Révolution française. Je vous rappelle, vous connaissez la définition du capitalisme qui en 3 mots, c'est le droit d'accumulation illimitée. C'est un système économique complètement aberrant, totalement contre-productif, mortifère, imbécile, mais c'est comme ça. Le socialisme, c'est la limitation de l'accumulation. Le socialisme consiste à dire on ne peut pas accumuler au-delà d'une norme qui est définie politiquement ensemble, d'accord. Collectivisation des grands moyens de production mais pas des petits, c'est-à-dire qu'on ne va pas collectiviser la petite entreprise de menuiserie, par contre Vinci ne pourra pas posséder la moitié des villes de France, et donc ce qui se joue à ce moment-là est assez génial, c'est que vous avez le machinisme, la société industrielle qui se met en place, vous avez des gens qui possèdent des fabriques, et à cause du pétrole, je vous renvoie à l'autre conférence, et à cause de la machine, vous allez avoir donc ça une nouvelle classe d'individus qui émerge, qui n'existait pas jusqu'à là, qui sont les prolétaires. C'est quoi un prolétaire? C'est des gens qui sont déracinés de leur communauté, dans laquelle ils avaient une culture extrêmement forte, c'était des paysans, l'essentiel, etc. Et ils se retrouvent dans un tissu urbain avec un statut social proche de zéro, proche de l'esclave, d'accord? Si vous lisez des choses sur la condition ouvrière dans ces années-là, c'est juste totalement effrayant. Enfin, je veux dire, ils ont droit à 1 minute de petit lait, tu sais, le babeur, la flotte par jour, ouais. Et ils n'arrivent pas à survivre avec ça, ils meurent, ils font 15 heures par jour. Enfin, je veux dire, c'est ça la condition ouvrière, en Roubaix, dans le Nord, etc. C'est ça. Et donc, ces gens-là sont des gens qui n'ont plus de culture. C'est-à-dire que c'est pour ça que la question culturelle se met en place à ce moment-là, elle est absolument centrale. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de repères identitaires, communautaires, tout ça, ce qui fait la culture, quoi, je veux dire, et ils se retrouvent dans un espèce de magma qui est la condition prolétaire. Et c'est le premier temps de l'éducation populaire, c'est qu'ils vont se poser des questions de nature culturelle, c'est-à-dire ils vont se demander qui ils sont, ce qu'ils sont, quelles sont leurs valeurs, quelle est leur condition. Ça commence avec Karl Marx et son fameux questionnaire qu'on réutilise jusque ici sur les enquêtes de conscientisation, c'est-à-dire qui sommes-nous, enfin qu'est-ce que vous vivez concrètement, comment est-ce que vous vivez, c'est quoi votre vie, c'est quoi, etc., etc. Quand tu dis qu'ils n'ont plus de culture, c'est qu'en fait ils viennent du monde rural, paysan, et en vivant en ville, c'est ça que ça veut dire. Ils sont acculturés. Quand tu dis il n'y a plus de repères, ça veut dire que en fait, là, je suis en train de vous faire les 5 temps de l'éducation populaire et vous expliquer qu'on est en train, nous, de nous inscrire dans le 6e, qui est la reconquête du culte. Le premier temps de l'éducation populaire, c'est très simple, c'est la dimension culturelle du mouvement ouvrier. La dimension, ça veut dire que l'éducation populaire n'existe pas en tant que telle, elle s'appelle pas comme ça, d'accord. Condorcet en a vaguement parlé quand il a dit qu'il fallait faire de l'éducation politique des adultes, d'accord. On a laissé tomber le truc très vite. Et donc vous avez toute une classe, vous avez des millions de gens, si tu veux, qui sont des prolétaires qui vivent dans des conditions épouvantables, qui se posent des questions, qui ont des discussions de nature culturelle. Par exemple, une des grandes questions qui traverse le mouvement social à ce moment-là, le mouvement social et le mouvement ouvrier à l'époque veut dire la même chose, c'est une question qui est amusante à entendre aujourd'hui, c'est faut-il mettre nos enfants à l'école de la bourgeoisie? C'est-à-dire que quand Jules Ferry, qui est la pire ordure qu'on ait connue depuis longtemps, hein, Jules Ferry, l'école laïque, mon cul, enfin je veux dire, écoutez les conférences de Guillemin sur Jules Ferry, vous allez vous marrer 2 secondes. Et donc, quand Jules Ferry met en place l'école, d'accord, soi-disant public laïque obligatoire, dans laquelle il est expressément dit que le but c'est la soumission des prolétaires, c'est qu'ils doivent apprendre la résignation, c'est qu'ils doivent apprendre à respecter les riches, etc., etc. Les ouvriers se posent la question d'envoyer leurs enfants, et a priori ils refusent. On ne veut pas mettre nos enfants dans cette école-là, puisque les valeurs qu'on va leur transmettre ne sont pas celles que nous on veut défendre. Vous imaginez aujourd'hui si les ouvriers se posent la question de savoir s'il faut ou non envoyer leurs enfants à l'école de la bourgeoisie. Donc vous voyez bien ce qui a été perdu depuis en termes de conscience culturelle de classe. Tu peux redire le premier mouvement, tu l'as nommé. La dimension culturelle du mouvement ouvrier. Merci. La dimension. Pourquoi la dimension? Parce que à ce moment-là, ça ne se parle pas comme éducation populaire.
une dimension, si vous voulez, c'est un ensemble c'est toute une période qui va de 1850 au début du XXe siècle, si tu veux, où des tas de questions se posent sur qui sommes-nous, qu'est-ce que nous voulons, comment nous organiser. C'est le début des coopératives ouvrières de production, par exemple, où on dit on veut plus de patron, on peut s'organiser sans eux. Enfin voilà, c'est-à-dire que c'est un système où la classe ouvrière se pose des questions de nature culturelle sur son type d'organisation. Ça va, au tournant du siècle, ça va donner naissance à un deuxième temps, enfin si on peut s'amuser comme ça, de l'éducation populaire, qui cette fois-ci n'est plus une dimension comme ça transversale, invisible, etc., devient une organisation visible et nommée comme telle. C'est-à-dire qu'on va avoir, à partir de 1901, grosso modo 1905, ces trucs-là, on va avoir des gens au sein du mouvement ouvrier dont ça devient le métier. C'est-à-dire des fonctions d'éducation populaire, et ça se nomme comme ça. C'est-à-dire des gens qui vont se poser des questions d'éducation ouvrière, qui vont faire des universités populaires pour comprendre l'économie, qui vont, etc., etc. Ça devient des spécialistes, je sais pas comment dire, d'accord? Et donc, d'une dimension de l'éducation populaire, on passe à une branche du mouvement ouvrier. Ça va jusqu'à là? Ça, c'est tout. C'est-à-dire que l'éducation populaire devient une branche dans le mouvement ouvrier, c'est ça que tu dis? Ouais. D'accord. Elle devient visible, elle commence à se théoriser, il y a des gens qui en parlent, elle commence à s'appeler comme ça, il y a des organisations qui se mettent en place. Et grosso modo, ce mouvement-là, il va monter jusqu'à la guerre. Et là, Franck, excuse-moi. Ces gens-là dont tu parles, c'est des gens qui sont bénévoles, enfin qui sont dit. Oui, c'est tous les cercles ouvriers, c'est toutes les bourses du travail, c'est tout. Est-ce qu'il y a une relation? Est-ce qu'à cette époque-là, moi je connais pas cette histoire-là, parce qu'à cette époque-là, il y a des syndicats, il y a une relation au syndicat, comment ça se passe? C'est le moment où le syndicat commence à se mettre en place, juste un peu avant ça, 1885, etc. 1901, c'est la loi de liberté associative, qui est une loi qui va permettre précisément que émerge, si tu veux, ce qui jusqu'à-là était interdit. Les coalitions ouvrières étaient interdites, hein, l'appel à cesser le travail était puni de 25 années de prison. Et donc vous avez effectivement, pourquoi Waldeck, Rousseau donne le droit de grève, le droit pourquoi il donne, enfin, c'est à hurler de rire, enfin, c'est génial, moi je m'éclate. Le droit d'association ou le droit de grève? Le droit d'association, mais avant, il y avait l'autre. Et donc, mais peu importe ça, on va pas faire d'histoire, c'est juste qu'on arrive aux 5 temps. Donc vous voyez un peu la dimension culturelle du mouvement ouvrier, elle se spécialise un peu, et elle va s'organiser sous forme de tout un tas d'associations, et notamment d'associations de culture populaire, d'accord, hein, UPCP, et d'associations de loisirs, parce qu'arrive évidemment avec 36 les congés payés la question des loisirs, donc vous commencez à avoir la jeunesse au plein air, les machins, etc., etc. Vous avez du ciné-club, vous avez tout un tas de trucs comme ça, et donc ça va monter comme ça, cette espèce de spécialisation des questions d'éducation ouvrière, d'éducation populaire, ça va monter jusqu'à la guerre. Et à la libération, le troisième temps de l'éducation populaire, vous avez une institutionnalisation dans l'appareil d'État. Donc c'est tout simplement, moi ça c'est ce que je raconte, hein, c'est la direction de l'éducation populaire qui va donner jeunesse et sport, etc. Mais vous voyez tout doucement le truc se pervertir, vous suivez, enfin, vous voyez bien comment... Bon. Donc l'institutionnalisation dans l'appareil d'État, cette fois-ci on va avoir une direction de l'éducation populaire dans l'État, dans un ministère, d'accord? Même si après elle va s'appeler jeunesse et sport, peu importe, l'appareil d'État reprend le truc. Et il le reprend après la guerre, à un moment où, effectivement, le Parti communiste est à 25%, il est armé, où on arrache les lois sociales, on arrache les conventions collectives, c'est plus le patron qui décide des salaires, où on arrache la sécurité sociale, d'accord? Donc même cette institutionnalisation, elle est dans une optique qui est une optique d'émancipation populaire, ouvrière, on est d'accord? C'est pas encore... J'ai juste un point technique, parce que comme là ça va vite, tout ça, on aurait tendance à voir en plus. Ouais. Il y a le bouquin de Caceres que j'ai amené sur le feuilleté, qui peut être encore trouvable, je pense. Je pense qu'il parle pas mal de tout ça. Et puis évidemment la thèse sur le site, si vous voulez à un moment donné aller dans toutes ces précisions, de lire une centaine de pages, voire 200 sur cette question-là. La thèse d'Alexia. Ouais. Mais en fait, je voudrais pas qu'on rentre dans les détails, c'est sûr, on s'en fout de Pelloutier et des bourses. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment le truc je l'ai pas relevé, t'as vu, comment le truc change. Le quatrième temps de l'éducation populaire, ça va être la transformation de l'éducation populaire en animation socio-culturelle. Là, l'éducation populaire est morte, à ce moment-là, morte et enterrée. C'est donc au tournant des années 60,
où on va donner à tous les mouvements d'éducation populaire qui sont encore des mouvements, on va leur donner des locaux ils vont devoir gérer des bâtiments et ils vont devoir attirer des gens en faisant une offre qui va être une offre d'activité. Grosso modo, quand j'interroge Albert Léger qui fonde la Fédération française des MJC en 48, et il me dit mais une MJC c'était une grande salle et des livres. C'est ça une MJC. C'est une grande salle pour se parler et des livres parce qu'il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de livres, on n'avait pas accès aux livres. Et donc c'était pour se parler. Et il me raconte, effectivement, tous les gens que j'interviewe de cette année-là me racontent qu'ils discutent de la guerre d'Algérie, etc. Et quand les années... dehors, ils font des trucs chez les gens. C'est les seuls endroits où on peut se réunir pour parler entre catholiques, communistes, etc. Et c'est ça une MJC, si tu veux. Et c'est pas des ados, hein, rappelez-vous, hein, jeunes, hein, attention, jeunes, c'est pas ado, c'est 26, c'est ça. Et quand un président de la MJC de Lorraine, il y a dans les dernières années, j'étais à la FF, vient me voir en pleurnichant, en disant, oh, je comprends pas, dans les années 60, les gens, ils poussaient à la porte de la MJC pour venir discuter. Mais je dis, mais faites-moi voir votre plaquette. Le truc que vous mettez dans toutes les boîtes aux lettres, là. Je regarde la plaquette, je dis yoga, 800 francs, claquette, gym tonic, cuisse abdos fessiers, tu vois. Et donc, je lui dis, mais, je veux dire, c'est marqué où qu'ils peuvent venir discuter politique? Il était là comme un con, tu vois. Et je lui dis, mais pourquoi vous voulez que les gens, ils poussent la porte pour venir parler? Enfin, je veux dire, il n'y a absolument aucune raison de pousser la porte d'un truc comme ça pour venir parler, ça n'a pas de sens. Enfin, si vous voulez qu'ils poussent la porte, écrivez, poussez la porte, on va parler tu vois. Enfin, bref. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand ils vont récupérer ces équipements dans les années 60, ils vont devoir gérer les équipements et faire venir des gens. Et donc, ils vont procéder par offre d'activité. Et les rentabiliser, ouais. Donc, professionnalisation de l'animation, 1962, première session de directeur de MJC à l'INGEP à Marly-le-Roi, etc. À ce moment-là, Première session de formation de directeur de MJC. Ah, d'accord. Et donc, vous avez une inversion. Si on revient au premier temps, non mais on s'en fout, arrêtez de noter des trucs qui servent à rien. Écoutez-moi plutôt. Le premier temps, vous avez des sujets qui se parlent, des sujets politiques qui se parlent entre eux pour fabriquer de la culture, d'accord? Au quatrième temps, on a des professionnels qui animent des objets sociaux. Et c'est là où arrive le temps qui nous concerne, c'est-à-dire que ce système va fonctionner pendant toute la période de plein emploi et il va entrer en igdouille et en crise à partir du moment où la société industrielle commençant elle-même à se désindustrialiser, on rentre dans une société qu'on appelle le capitalisme culturel, société massivement de services, même s'il reste beaucoup d'industrie, c'est pas la question, et où cette ascension sociale par l'activité, elle commence à prendre du plomb dans l'aile et à plus marcher, et donc l'animation socioculturelle, c'est pas vous que je vais l'apprendre, elle va rentrer en crise, la crise du sens, etc. Oui, mais on fait que du yoga, enfin des connexions complètes, etc. Et les socialistes, la situation étant quasi insurrectionnelle, vont inventer la politique de la ville, c'est-à-dire avec la CIA. Désolé. Non, la CIA. La CIA va inventorier, va repérer tous les quartiers en risque d'explosion sociale dans le monde, va faire une cartographie, d'accord? Ça c'est simple. Ouais. C'est le moment de... Bonjour. 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 Oh ben non. Oui, devenez chiant, c'est bien. Je crois qu'elle est de la CIA. Il parlait du matériel 50 ans. Je sais même pas comment... Mais en fait, le cinquième temps, c'est Faut aussi dualiste, quoi. le cinquième temps, c'est celui, enfin, c'est Le temps de la crise. le temps de la crise. Enfin, je veux dire, c'est la crise des valeurs. Vous n'avez plus que des colloques sur la crise du sens dans le travail social, etc. Mais c'est quoi le sens? Vous avez que deux définitions possibles du sens. Si vous êtes croyant, le sens c'est Dieu. D'accord. Si vous êtes athée, c'est mon cas, je veux dire, le sens c'est l'explication du conflit social. Vous ne pouvez pas trouver d'autre explication au sens que de comprendre où vous êtes dans une hiérarchie sociale et pourquoi vous êtes à cet endroit. D'accord. Et c'est pour ça que la culture, avec un grand Q, enfin tout le système culturel, c'est ce que dit Evelyn Ritten dans son livre de 1985, Les stratèges de la culture. La culture, c'est ce qui sert à empêcher l'énonciation du conflit social. Et vous avez effectivement, dès les années 40, la CIA qui pour détourner tous les intellectuels d'Europe de la tentation communiste, puisque tous les intellectuels d'Europe sont communistes, quasiment tous, les peintres sont dans des collectifs communistes, d'accord, pour les attirer, la CIA va mettre en place un système de culture, d'accord, et qui ne dit rien, qui ne désigne aucun rapport social, en l'opposant au réalisme socialiste, c'est-à-dire en ridiculisant
une culture qui est supposée servir les gens, parler du monde, parler des rapports sociaux, etc. Et pour n'en faire qu'un jeu de forme avec énormément d'argent qui est mis là-dessus. Vous avez la thèse de Florence Saunders, une américaine, qui explique ça, comment c'est fait, et qui vous donne tout le parcours. C'est juste passionnant. Ils inventent l'art contemporain, et effectivement, ça va marcher. C'est-à-dire que les artistes, flattés, si tu veux, d'avoir le droit de se tripoter la nouille en faisant des trucs qui n'ont plus aucun danger, qui sont rigolos, qui sont plus que des purs jeux de forme, c'est ça la démocratie. C'est-à-dire que la preuve, je veux dire, l'assimilation entre liberté totale de faire ce que je veux sans que ça soit instrumenté pour la société, et en face à une forme d'art, si tu veux, d'action artistique qui essaye de parler du monde, etc. Ça va fonctionner. Le système culturel va totalement dépolitiser toute l'intelligentsia européenne, toutes les élites, tous les intellectuels, pour les emmener dans un combat totalement débile qui s'appelle la culture, qui est un jeu de transgression permanent et jamais de subversion. Une transgression, c'est le contraire d'une subversion. Faire pipi par terre, ça fait pas peur aux élèves. Et donc, on voit bien comment le système culturel, je vous le fais un petit peu vite, mais on voit bien comment ce qu'on appelle la culture, c'est un système de dépolitisation totale de la société, c'est-à-dire jusqu'au point où culture ne veut plus dire culture. Alors, c'est là où éducation populaire, on se dit, on va reprendre ça, on va reprendre la culture, on va reprendre le problème à la base, on va remettre des gens à se parler de ce qu'ils vivent dans la domination, à l'analyser ensemble et à refabriquer la culture avec ça. On va même leur baiser la gueule, parce qu'on va même utiliser des moyens comme du faux théâtre ou des trucs comme ça. Je dis ça pour Juliette. Et donc, on est nous dans ce moment-là, dans cette, comment je dirais, dans cet acte-là, je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire, quand on fait ce qu'on fait, quand on fait une conférence gesticulée, me semble-t-il, on est en train de dire, je vais refaire de la culture, on va se reparler de choses qu'on vit concrètement, on va analyser de la domination, on va démonter les rapports sociaux, etc. Ça va pour cette espèce de... Ouais, je sais bien. Introduction. Quiz historico machin. Le cinquième temps, tu situes 85. Pour moi, c'est ça. En gros, c'est le moment où les socialistes vont inventer la politique de la ville comme dépolitisation totale de la lutte des classes dans les quartiers populaires. La politique de la ville, c'est tout le discours sur la participation des habitants, c'est-à-dire sur le lien social, sur la cohésion sociale, plan urbain de cohésion sociale, c'est-à-dire arrêtons de nous fâcher entre pauvres et riches les pauvres peuvent vivre côte à côte en bonne intelligence. Voilà, la politique de la ville, ça commence avec la désignation de 40 quartiers, qui sont ceux que la CIA a désignés. Et puis ça va devenir 400 quartiers très rapidement, les quartiers en DSQ, puis ces quartiers vont devenir 600 quartiers, les quartiers en DSU. Et au bout de quelques années, vous n'avez plus qu'un seul département en France qui n'est pas en géographie prioritaire. Ils appellent ça la géographie prioritaire. Quand toutes les villes de France sont en géographie prioritaire, on peut se poser la question sur le sens du mot prioritaire, ou on peut dire que la situation est insurrectionnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit en 2005 comment ça pète et qui décrète un couvre-feu, ce qui n'avait pas eu lieu depuis la guerre d'Algérie, d'accord? On voit bien comment c'est chaud. Et donc, il n'y a qu'un seul département en France qui n'est pas en géographie prioritaire, c'est la Creuse. Et quand tu dis DSU, tout ça, c'est les vieilles terminologies avant ZUP juste, ou c'est les nouvelles? C'est avant Cux. C'est avant Cux. Donc c'est ZUP, c'est encore avant. C'est pour ça que la troisième conférence, la conférence que j'ai pas faite, c'était celle sur la politique de la ville. Oui, c'est la mienne. Mais c'est pas pour expliquer, les dispositifs et les jardins partagés, si tu veux. C'est pour ça que voilà. Ouais. C'est pour expliquer pourquoi la politique de la ville, c'est vraiment une offensive absolument considérable d'oblitération de la lutte des classes. Et penser. Bah, grave. Quand tu parles de la CIA, c'est quoi les sources, hein? C'est ça. Quand tu dis c'est la CIA qui C'est la désigne CIA. les quartiers, ça fait Il y a bizarre, une quoi. manip qui se met en place avec les Qui a bossé et lire, moi je l'ai fait. Explique-nous. Non, c'est pas ça, juste, tu vas sur quoi, enfin. Jacques Dangelot est celui qui a c'est un sociologue, c'est celui qui a travaillé sur Jacques Dangelot, D-O-N-Z-E-L-O-T. Jacques Dangelot est celui qui s'est appuyé sur la cartographie de la CIA pour mettre en place avec le Parti Socialiste la géographie prioritaire en France. Il l'explique d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. C'est aussi simple que ça. Si tu veux, ils ont défini les quartiers en France, dans le monde, la CIA montre comment à Mexico, à machin, etc. Et donc, il y a une cartographie, si tu veux, des quartiers en risque d'explosion sociale,
qui est fait, mais la CIA fait pas que tuer d'installer des dictateurs, elle fait un travail aussi sociologique, culturel, c'est elle qui finance tout l'art contemporain en Europe, enfin, et sur Arte, un jour je regarde une émission sur la CIA sur Arte en 4 épisodes, et le directeur de la CIA des années 60 dit: l'opération de désinformation la plus réussie de toute l'histoire de la CIA est le financement de l'art contemporain en Europe. C'est lui qui le dit, c'est le directeur de la CIA. Je disais, voilà mes sources. C'est sur Arte, ça doit se retrouver, enfin voilà. Alors moi, si tu veux, quand les gens me disent, théorie du complot, tout ça, bon, ça me fatigue, si tu veux, parce que, voilà, c'est pour ça que je réponds un peu méchamment, c'est pour ça qu'on je lisais des bouquins, quoi, tu vois, ça me fait chier à la fin d'être un complotiste, tu vois. Oh, mais c'est bon. Non, mais Juliette et moi, c'est une vieille histoire, en fait. Mais alors, en fait, mais c'est pas que le mot complot, c'est le mot complot qui est gênant. En fait, c'est que c'est l'historicité du truc qui fait que un truc qui est appelé complot, à un moment donné, 20 ans plus tard, est reconnu. Sophie, une copine qui était au PC quand elle était plus jeune avec ses parents qui étaient au PC, elle disait en 85, mon père disait l'arrivée du crack à New York et à Chicago, en passant par tout le pays, mais sans que des villes soient infiltrées, mais le crack apparaît à New York alors qu'il vient des FARC en Amérique du Sud, quoi. Donc il y a un truc qui va pas. Et donc le PC dit en France, dans des débats, tout ça, c'est la CIA qui organise, qui veut tuer les pauvres en fait. Enfin, je veux dire, c'est complètement sûr, tout le monde dit ah mais c'est horrible et tout. 30 ans plus tard, il y a des bouquins qui paraissent, il y a une remontée d'archives et c'est admis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on admet dans l'histoire de la civilisation américaine qu'il y a eu des négociations entre la CIA et les FARC pour dire ne nous emmerdez pas sur la dictature qu'on met en place en Amérique du Sud, puis on laisse passer un peu, par contre vous n'inondez pas tout le pays et vous ciblez certains quartiers. Donc ça, on peut paraître odieux tout ça, mais c'est démontré, ça fait partie de l'histoire américaine. Donc c'est ça qui est hallucinant, c'est le temps que ça prend, 10-20 ans. Et juste pour Donzelot, moi ce que je trouve fou, c'est que Donzelot, quand il écrit, il y a 20 ans, je sais plus à quel moment, c'est pas du tout un intellectuel, hyper reconnu, universitaire. C'est un sociologue de gauche. Voilà. Et lui, il écrit l'invention du social. Et quand tu lis l'invention du social, sa théorie de l'invention du social, c'est pas une théorie, c'est même, il prouve comment le social est né. Il y a 2 siècles, le mot social est aussi tout ce champ-là. On aurait pu dire, putain, mais il est taré, ce mec, enfin, il est dans la théorie du complot, parce que, lui dit, ça naît d'un pacte entre, en gros, les forces populaires qui veulent prendre le pouvoir, et puis les bourgeois qui veulent garder leur pouvoir, et donc il y a une sorte d'accord tacite, ou plutôt explicite, entre les 2 forces, qui dit, vous avez le droit d'être libre politiquement, c'est-à-dire les ouvriers, vous allez pouvoir vous organiser dans la société au niveau politique, mais vous nous laissez l'économie. C'est-à-dire, laissez-nous la propriété des moyens de production, et donc, le seul endroit, finalement, où on ne pourrait pas être libre, c'est à l'usine. Voilà, à l'usine, pour être grossier. Et en échange de ça, on va vous aider à vivre mieux cette situation. Donc, on crée le social, les aides sociales, le travail social, pour que les gens vivent mieux leur vie. Et ça marche, parce que, faut arrêter de dire, évidemment que ça marche, on vit mieux aujourd'hui qu'il y a 200 ans. C'est par le social qu'on vit mieux. Mais l'invention du social, elle est pensée comme ça. Alors ce type de compromis, enfin ce qu'on appelle les compromis social-démocrates, sur la question culturelle qui nous intéresse, parce que pour moi, enfin la question culturelle, c'est vraiment le combat. Parce que c'est un problème de changer les représentations dans l'esprit des gens. Enfin, c'est ça, tu vois. Les communistes ont une responsabilité absolument écrasante dans l'abandon de la culture ouvrière en 1934. Au moment où il y a un front commun antifasciste qui se met en place à cause de la montée de l'extrême droite qui essaie de renverser l'ordre républicain, les communistes, qui sont toujours des gros stratèges dès qu'il s'agit de faire des fronts communs, si tu veux, veulent récupérer la direction du bousin et vont déclarer qu'il n'y a pas de culture ouvrière, qu'il n'y a qu'une culture universelle qui a été confisquée par la bourgeoisie et qu'il faut la rendre au peuple. Donc ce paradigme inverse à 180 degrés, abandonne littéralement le peuple en disant il n'a pas de culture. En fait, il n'y a qu'une seule culture, Antigone et Chine, elle est universelle, elle a été confisquée par la bourgeoisie, nous allons la rendre au peuple. D'où le paradigme de la démocratisation culturelle qui se met en place avec le héros, le mythe de Jean Vilar, celui qui fait venir les ouvriers pour écouter des pièces de Corneille, tu vois, et alors ils ont le droit de se déshabiller à l'entrée, ils mettent leurs beaux vêtements, enfin tu vois, etc., etc.
on est là, le Parti communiste ne se rend pas compte à ce moment-là qu'il s'aligne sur la définition bourgeoise de la culture, et qu'en fait il y a un changement de valeur. Tu dis ils font ça en 34, Parce qu'ils veulent récupérer la direction du Front commun antifasciste, des intellectuels. En fait, t'as tout un front commun d'intellectuels qui se met en place, et le Parti communiste veut être leader de ce truc-là, veut pas le laisser. Et donc ils vont développer toute une argumentation, si tu veux. Ça c'est la première, j'ai envie de dire erreur, mais enfin, en tout cas, c'est la première décision qui va poser très lourd dans la question qui nous occupe, nous, ici, c'est qu'est-ce que c'est que la culture, qu'est-ce que c'est que l'éducation populaire, est-ce que c'est un moyen de combattre le capitalisme à propriété lucrative, ou est-ce que c'est seulement un moyen de s'épanouir et d'être, tu vois, et la deuxième, ils vont en mettre une couche au congrès d'Argenteuil en 65, en déclarant que, l'œuvre d'art est inquestionnable. Et que le Parti communiste ne s'autorise pas à avoir le moindre regard sur la production des artistes. Les artistes, en gros, sont souverains, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Alors, ils font ça en 65, précisément parce qu'ils sont complètement le jouet de la stratégie de la CIA, si tu veux, qui est de ridiculiser le réalisme socialiste, et parce qu'ils s'aperçoivent que les intellectuels sont en train de se détourner de la tentation communiste, etc. Ils sont en train de tous d'aller vers cette espèce de jeu de forme complètement idiot. Malraux est arrivé depuis 4-5 ans, d'accord? Et donc, les communistes sont le lieu d'un débat vif sur est-ce qu'on condamne en tant que communiste les conneries de l'art contemporain, ou est-ce qu'on les accepte. Et évidemment, pour des questions stratégiques faciles à comprendre, ils ne prennent pas le risque de se couper des intellectuels qui sont en train de changer de bord, et ils rejoignent des systèmes en disant Congrès d'Argenteuil, la culture est hors discussion. Et en faisant ça, ils continuent d'aligner la culture sur la définition bourgeoise de la culture, qui est un jeu de forme absolument sans aucun danger, qui est l'art. Et donc, effectivement, quand on dit culture, tout le monde entend art aujourd'hui. Jusqu'au 33e congrès, où Katia... Non. Jusqu'au 33e congrès, où dans la salle, une certaine Katia Storaï décide de repiquer à l'éducation populaire, va créer l'ASCOP, qui va être le début de la révolution. En fait, de historiens parleront plus tard de... Non, c'était pour faire une blague et lier un peu à, peut-être, je sais pas où t'en étais dans la démonstration, enfin, dans le fil et le récit, mais aussi l'histoire plus récente. Enfin, Katia, raconte-le, parce que, quand est-ce que je le raconte? Que t'étais prête à laisser tomber la question de l'éducation populaire parce que t'étais fatigué, t'en avais marre, si tu veux, et que le travail qu'on fait est aussi un travail qui peut remobiliser des gens et leur donner envie de pas laisser tomber. Voilà. Oui, exactement. En fait, on a prévu de nous après raconter effectivement les scopes et tout ça. Mais tu sais, on avait dit que tu pourrais faire le lien entre ça je l'ai pas dit quand j'ai raconté l'anecdote, parce que je vois que Katia veut le faire, mais quand je dis on sait jamais ce qu'il y a dans la salle quand on fait une étrange d'études, on sait pas ce qu'on peut. C'était amusant de penser que Katia va remplir les trucs, va s'organiser pour monter une coopérative atelier, etc. Et c'est juste une des participantes de la salle. C'est rigolo. Donc on va t'interviewer. C'est peut-être détourner du réalisme social. Moi, quand je vais avec mes valises au ministère de la Culture, avec mes 1200 MJC sous le bras, et que je leur présente des actions culturelles qui ont du sens, c'est-à-dire des actions culturelles où des MJC essayent de faire du théâtre pour parler de la situation des Sénégalais sur le quartier à Saint-Dié-des-Vosges, des trucs comme ça, et je me fais pourrir, mais vous pouvez pas imaginer comment j'ai été méprisé dans ce ministère, parce que les gens me disent, mais vous instrumentez l'art. Vous mettez l'art au service du social, ça c'est pas possible. Si vous faites ça, c'est plus de l'art. L'art ne peut avoir que lui-même pour objet. Ce qui est juste totalement aberrant. Fasciste. De l'art qui ne parle de rien, qui ne parle pas des gens, qui ne parle pas des rapports sociaux. C'est la victoire du capitalisme. C'est la défaite absolue du socialisme. Le socialisme ayant été ridiculisé sous le truc du réalisme socialiste. Enfin, c'est aberrant. Enfin, je veux dire, le travail culturel qu'on fait l'Union soviétique, etc., en matière de cinéma, en matière de tout ça, est juste ce qu'on a fait de mieux dans le domaine. On n'a jamais fait mieux, si tu veux. Alors, c'est facile de représenter des tableaux où on peint des ouvriers en train de manier du charbon, d'accord? Ça a existé aussi, oui. Mais comme si nous, c'était pas... Alors, il y a une conférence gesticulée que vous connaissez pas, parce que finalement, elle n'a pas eu lieu.
C'est un mec sur l'art contemporain qui montre que il propose d'appeler ça l'art contemporain le réalisme capitaliste. C'est-à-dire de montrer que c'est bien un endoctrinement idéologique qui est aussi ridicule que le réalisme socialiste et qui vend de l'idéologie capitaliste en permanence précisément. Bon, mais là on s'éloigne. Ce que je voulais dire par là, c'est que cette longue introduction sur ces temps pour essayer de situer l'enjeu culturel et pour dire que l'éducation populaire c'est du travail de la culture dans la transformation sociale et politique. C'est ça la définition qu'on avait accouchée. En gros, qu'est-ce qui se passe pour que vous créiez la première SCOT, ou déjà la recherche-action Ah ça, oui, non. Je voulais d'abord dire comment là. Bon, d'accord. Non, mais c'est pas Non, mais comme de l'université. C'est ça. Si tu veux.